mesdames et messieurs. Je m'appelle Dr. Suzanne Amouezi et je vais être votre modératrice pour cette séance qui s'appelle l'impact d'intervenir sur l'utilisation de la contraception chez les jeunes. Donc, nous avons quatre présentateurs pour cette séance qui auront 15 minutes pour présenter et après nous aurons une séance pour les questions de 5 minutes par présentateur. Tout d'abord, je vais présenter les présentateurs pour qu'ils puissent venir prendre leur place et donner leur présentation. Tout d'abord, nous avons Dr. Olu Waseyi Somephone qui aime qu'on l'appelle Dr. Shea. Elle vient du Nigeria et elle a un postdoctorat de l'université Point Western Key. Elle se centre sur la reproduction sexuelle, sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adultes et adolescents, en se centrant dans les impacts du changement climatique des femmes sous-sahariennes. Donc, on l'invite à venir au podium avec un applaudissement. Notre deuxième présentateur est Docteur ou bien Monsieur Gracious Ali. Donc oui, je vous ai dit docteur. Donc Monsieur Gracious Ali est associé principal de programme, expert en santé publique avec 7 ans d'expertise dans les systèmes de santé et le renforcement du système national de santé du Malawi, se centrant dans la planification familiale. Il a beaucoup travaillé sur ce sujet et l'échellement de la planification familiale au Malawi par le biais de l'assistance technique du ministère de Santé du Malawi qui a soutenu le programme avec la coordination, le suivi et l'évaluation. Monsieur Ali travaille pour Chai, une initiative, et est l'associé principal de programme, plus spécifiquement d'un projet duquel il va nous parler. Il vient du Malawi et il est membre du groupe de travail d'MCPE qui, en tant que point focal pour le suivi et l'évaluation. Il a un master en santé publique et la promotion de la santé. Un applaudissement, s'il vous plaît. Notre troisième présentateur est Monsieur Sumit Gulati, un master en recherche opérationnelle appliquée de l'Université d'Harvard. Il a beaucoup d'expérience dans les statistiques et développement. Il travaille dans le domaine du développement et travaille avec la collecte de données en utilisant des softwares tels que FPSS et la visualisation de données Power BI et ALAS. Comme nous tous ici, il s'intéresse à la santé sexuelle et reproductive et couramment travaille pour IPAS, Fondation de développement en tant que spécialiste de la recherche et de l'évaluation. Veuillez prendre une place, Monsieur Goulati. Et finalement, nous avons Monsieur
Mirac. Monsieur Mirac Angdembe. Monsieur Mirac vient du Népal, expert en santé publique avec de l'expérience en con- pour la conception de programmes de santé publique qui ont à voir avec la santé mentale, la santé physique, et il a travaillé dans la conception de programmes, la gestion, l'évaluation, l'information stratégique, le suivi et l'évaluation et la génération d'évidence. En ce moment, il travaille en tant que directeur principal de projet information stratégique et recherche du bureau ISP au Népal. Bienvenue. Voilà, nous avons nos présentateurs. Soyez les bienvenus. Vous avez 15 minutes chacun pour présenter et je vous donne la parole, commençant avec Dr Oluwaseyi. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Shei. Et je suis étudiante diplômée du postdoctorat de l'Université Western Cape et je vais parler des effets de variabilité du climat au niveau individuel et communautaire sur les dynamiques contraceptives chez les femmes des pays d'Afrique subsaharienne. Depuis le 2015, nous n'avons pas collecté des données sur les effets du climat et depuis, beaucoup de recherches mettent l'accent sur l'impact du changement climatique chez les femmes, surtout quant au processus, au microprocessus, au niveau microdémographique et d'une perspective démocratie, démographique. Nous travaillons avec les démographes qui se préoccupent des impacts de l'environnement et les populations est un sujet clé dans le domaine démographique et surtout de voir comment le climat a un impact dans les démographies. Beaucoup d'États savent que l'augmentation de leur démographie va créer des problèmes et pas tous les démographes sont d'accord avec ça. Donc, techniquement, quelques démographes croient que la surpopulation est un des problèmes liés au climat. Donc, pourquoi devons-nous nous centrer dans le changement climatique? Le changement climatique inclut des événements climatiques extrêmes et l'augmentation des températures, ainsi que des défis à notre vie dans le monde. Par exemple, un accès limité à l'eau potable, à l'alimentation, sécurité alimentaire et foyer. Nous devons donc étudier les impacts du changement climatique, surtout au niveau micro, car nous ne connaissons pas encore l'impact du changement climatique dans d'autres processus tels que la contraception ou bien les grossesses. Les événements climatiques se sont accrus dans les lieux les plus vulnérables. Par exemple, on l'a vu en Europe avec la canicule en Inde et en Asie, ainsi que dans des pays d'Afrique du Sud. C'est pour cela que notre recherche se centre surtout dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous savons que beaucoup de femmes
leur subsistance dépend du climat, donc ça peut affecter aussi leurs revenus et leurs finances. De plus, grâce à des études, nous savons que les changements climatiques ont des impacts sur les récoltes et les revenus et aussi sur sur les méthodes contraceptives. C'est pour cela que nous avons voulu étudier les effets des changements climatiques et la contraception chez les femmes des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, nous avons mené une étude communautaire sur les dynamiques contraceptives avec une hypothèse où la sécheresse pourrait avoir un impact dans les dynamiques de contraceptives des femmes. Par exemple, pendant les années de procréation, le climat aussi peut limiter l'accès à l'infrastructure ou aux hôpitaux où les femmes puissent aller chercher les contraceptifs. Donc, des fois, ça devient impossible pour s'y rendre. Aussi, les changements climatiques peuvent augmenter l'usage de méthodes contraceptives chez les femmes. Elles décident d'utiliser plus de contraception et être à l'aise avec le numéro d'enfant qu'elles ont. Donc, beaucoup de gens disent que le changement climatique est une raison pour ne plus avoir d'enfants, ou bien elles arrêtent d'avoir d'enfants ou elles le remettent pour travailler dans la lutte du changement climatique. En plus du facteur du changement climatique, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer l'usage des méthodes contraceptives chez les femmes. Nous essayons donc d'analyser que même si les femmes ne désirent plus avoir des enfants pendant des périodes de sécheresse, elles vont peut-être avoir du mal à avoir accès à d'autres méthodes contraceptives. Et donc, d'après ces études et la probabilité d'utiliser ces méthodes contraceptives à cause du changement climatique, nous avons décidé aussi d'analyser le taux de mortalité. Pour cela, nous avons utilisé une donnée démographique représentante au niveau national. Le système DHS nous permet de collecter des données sur la sécheresse et la température. Cependant, pas tous les pays ont pu utiliser ce système. C'est pour cela que nous avons aussi utilisé des calendriers de contraception. Notre recherche s'est centrée sur quatre pays spécifiquement. On aurait voulu élargir le numéro de pays et on s'est centré sur quatre pays. Donc voilà une diapositive qui montre les quatre pays, Bénin, Burundi, la Gambie et la Guinée, et le taux de contraception. Et voilà un échantillon par pays et les mesures. Donc nous avons les résultats qui ont l'intention de fertilité de 2 ans. Après 2 ans, les femmes ne veulent plus d'enfants.
On a aussi analysé la discontinuation des contraceptions, donc le changement ou l'échec. Nous avons pu ventiler les données en- dans les catégories d'âge, éducation, occupation, résidence, si les femmes étaient mariées ou pas. Voilà les méthodes que nous avons utilisées pendant la recherche, les méthodes descriptives pour analyser les méthodes contraceptives. Voilà l'analyse descriptive avec des statistiques pour montrer les données collectées des personnes que nous avons utilisées, surtout les femmes de notre échantillon. Donc, nous avons vu que les femmes arrêtent de de vouloir avoir d'enfants après 2 ans. Donc, il y a un délai. Je vais passer à la discontinuation des contraceptifs dans les 4 pays. Voilà les raisons d'interruption et les résultats. Donc, à la fin, on a pu trouver un lien entre la sécheresse et la fertilité des femmes. Par exemple, les femmes qui restaient dans la communauté avec des épisodes de sécheresse plus élevés avaient un délai dans leur fertilité de 2 ans. Un autre résultat surprenant est le lien entre la sécheresse et l'interruption des contraceptions. Ici, on s'est rendu compte que les femmes dans ces communautés utilisent une méthode contraceptive. Cependant, nos résultats ne montrent pas ça. C'est pour cela que dans l'avenir, une recherche sur ce lien pourrait être très intéressant. On a pu identifier aussi un lien entre le lieu de résidence et l'interruption de méthodes contraceptives, ainsi que le niveau d'éducation et les dynamiques contraceptives. Donc, que peut-on tirer de ces résultats? Tout d'abord, il est important de regarder au-delà des effets climatiques existants. Donc, nous devons voir au-delà des niveaux macro et voir comment le climat peut influencer les résultats de fertilité des femmes et maintenir à l'esprit que ceci peut affecter notre infrastructure sociale. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les femmes ont un délai ou ne veulent plus avoir d'enfants. Peut-être elles peuvent ne pas avoir accès à une méthode contraceptive à cause des changements des conditions environnementales. Donc, améliorer l'accès à des méthodes contraceptives est toujours une priorité pour avoir une adaptation au changement climatique plus efficace. Et finalement, notre recherche a montré que nous devons considérer aussi la planification familiale comme un outil clé dans la politique de changement climatique. Dans la conception de ces interventions et politiques, nous devons donc prendre en compte la mitigation et les plans d'adaptation. Merci. Très bien, merci. Donc, on va donner l'opportunité à tous les présentateurs de faire leur présentation et à la fin, nous allons répondre à vos questions. Merci. Très bien, bonjour tout le monde.
Cette séance m'a donné le feu au pied car la prochaine fois, je vais être docteur. Mais bon, je vais vous présenter le DMPA-SC via auto-injection et s'il est attrayant pour les adolescents avec un besoin non satisfait de contraception au Malawi. Le DMPA est une méthode contraceptive d'auto-injection qu'on connaît. Au Malawi, nous avons le DMPA certifié avec une version améliorée de l'auto-injection dans la couche, la première couche de la peau. Au Malawi, 50% des femmes utilisent le DMPA, mais il est lié à un taux d'interruption très élevé à cause de diverses raisons. Par exemple, une des raisons est l'accessibilité au DMPA. Il faut aller à la clinique tous les 3 mois pour obtenir la prochaine dose et la plupart des femmes n'a pas accès ou n'a pas les moyens pour se rendre tous les 3 mois aux cliniques pour recevoir leur prochaine dose. C'est pour cela que euh, elles interrompent cette méthode. Mais maintenant, nous avons le DMPA-SC qui est une méthode d'auto-injection. Donc, les femmes arrivent à la clinique et on leur donne l'équipe. Elle va s'auto-injecter devant le docteur et on lui donne 3 doses. Donc, pendant toute une année, la femme aura le matériel pour s'auto-injecter. Donc, on a commencé avec les femmes qui utilisent déjà le DMPA. On leur a donné l'auto-injection et nous avons vu une amélioration dans les taux d'usage. En gros, 25% des adolescents utilisent ou n'utilisent aucune méthode contraceptive. Et ces chiffres peuvent monter jusqu'à 52%. Donc, nous avons examiné la possibilité de la promotion et de l'efficacité du DMPA auto-administré, notamment chez les jeunes femmes qui n'ont pas accès aux soins de santé reproductive. Donc, nous avons développé un modèle fondé sur la théorie du changement comportemental et nous avons examiné aussi l'accès aux soins de santé reproductive chez les adolescentes. Et voilà comment nous avons récupéré leurs perspectives sur le DMPASC et auto-injecté. Et nous espérions que notre étude arrivait à répondre pourquoi les jeunes abandonnent la contraception. Donc, la taille de notre échantillon était de 36 participantes au Malawi et dans les districts de Simba, Zomba et Nkota Kota. Nous avons toujours, ou tout d'abord, ciblé les adolescents entre 15 et 19 ans et mariés ou célibataires avec un besoin non satisfait de contraception. Notre échantillon était similaire à notre public cible afin que nous puissions récupérer mieux leur expérience et de cette façon arriver à définir l'archétype de notre usagère prédominante. Nous avons également posé des questions sur l'accès ou les barrières à l'accès au DMPASC
et nous avons examiné ces données à travers un software spécialisé. Et voilà le résumé de nos résultats. À partir de la perspective du changement comportemental dont je vous ai parlé, nous avons remarqué que la majorité des adolescentes qui ont participé étaient familiarisées avec les méthodes contraceptives que nous leur avons présentées et il y avait un certain degré de sensibilisation sur le DMPA-SC et particulièrement l'auto et injectable. Plein de jeunes connaissaient l'existence du DMPA, mais pas l'option auto-injectable. Il y avait des préoccupations par rapport aux effets secondaires de la planification familiale, ainsi qu'une notion erronée sur l'impact sur les long terme dans leur fertilité et leur santé. Et nous avons également repéré un fort stigma au niveau de leur communauté. Alors, on nous a dit que énormément de filles dans le village de Somba disaient qu'ils ne voulaient pas prendre de contraception ou de contraceptifs parce que euh, elles poseraient une barrière à leur utérus qui leur empêcherait de tomber enceinte si elles le voulaient. Nous avons également posé des questions sur l'accès à l'information et aux services de planification familiale. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un écart entre différents établissements de soins et l'accès chez les jeunes. Alors, par exemple, dans le cas de la ville des Zomba, lorsque l'on demandait aux participantes où est-ce qu'elles devaient aller chercher des contraceptions, elles nous ont dit qu'elles devaient aller à l'hôpital. Mais personne n'a pas mentionné les centres communautaires comme un pôle d'accès à l'information sur la contraception. Les participants ont également fait remarquer que les centres communautaires ne communiquent pas autant d'informations comme ils le devraient aux jeunes. Il y avait des préoccupations profondes au niveau de la stigmatisation et si elle allait dans des établissements de soins. Alors, une jeune de Simba nous a dit que peut-être une adolescente aurait peur d'être traitée de prostituée. Mais si elle était mariée, pourquoi elle n'aurait pas accès aux méthodes de planification familiale? Nous l'avons posé la question et une autre participante nous a dit qu'il n'y aurait pas aucune barrière. Alors, nous nous sommes rendus compte que les stigmas n'étaient pas si profonds chez les mariés que les adolescentes qui étaient ou qui avaient peur d'être traitées de prostituées. En parlant des facteurs qui influenceraient l'adoption de la contraception, les jeunes nous ont dit qu'ils seraient très intéressés par le 2-MPASC parce que cette méthode leur garantirait de la privacité vu qu'il s'agit d'une contraception auto-administrée chez elles.
Encore une jeune de Zumba, elle nous a dit que énormément de filles ne parviennent pas à avoir accès à la contraception et parce qu'elles ont peur d'aller à l'hôpital et chercher des contraceptifs. Lorsque lorsque nous les avons posé la question sur l'intérêt pour le MPASC, elles ont dit qu'elles seraient intéressées parce qu'elles pourraient utiliser la planification familiale en secret. Et pourtant, il y avait des questions par rapport à où garder le DMPASC chez elles. Il y avait des adolescentes qui avaient peur que leurs parents ne trouveraient les injections. Et je vais seulement vous lire la deuxième citation. L'auto-administration est chez moi et n'est pas possible, peut-être parce que ma mère va trouver l'injection et elle n'aimerait pas savoir que sa fille prend des contraceptifs. Donc, pour conclure, nous avons trouvé un haut niveau de sensibilisation par rapport au DMPA-C. Et pourtant, il y avait des préoccupations chez les adolescentes et parce qu'elle avait peur d'écarter les injections chez elles. Les facteurs les plus attractifs du DMPAEC étaient celui de la privacité. Alors, nos recommandations sont les suivantes. Tout d'abord, de travailler sur la sensibilisation communautaire, en particulier chez les adolescentes, et aussi auprès des services de santé, notamment les établissements de soins et communautaires, pour garantir l'accès aux, aux contraceptions telles que le DMPA-C. Nous recommandons également de communiquer avec les adolescentes pour comprendre leurs besoins et notamment leurs besoins non satisfaits euh, et surtout chez les adolescentes non mariées. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des interventions focalisées sur la jeunesse dans l'intention d'utiliser de la contraception. Mon exposé sera divisé en quatre. Tout d'abord, je vais vous donner les contextes, ensuite la méthodologie et après ou ensuite je vais parler des retrouvailles et finalement je vais partager nos conclusions avec vous. Voilà des données à l'échelle nationale. Alors, ici, nous voyons la distribution dans la mortalité maternelle en Inde entre 2016 et 2018. Et nous voyons que 38% de la mortalité maternelle se focalise dans les tranches d'âge entre 15 et 24 ans. En ce
qui concerne les besoins non satisfaits des services de planification familiale, nous voyons que chez les femmes âgées d'entre 15 et 24 ans, il y a un taux de prévalence assez élevé. Alors, voilà les contextes de notre étude. Pour ce qui est de la stratégie de notre intervention, nous avons mis en place deux interventions. Tout d'abord, nous avons travaillé sur le renforcement des services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Donc, nous avons contribué au renforcement des capacités chez les conseilleurs et le personnel de santé pour qu'ils puissent donner ou un meilleur service aux adolescentes dès qu'elles se rapprochent de l'établissement. Ensuite, nous avons contribué à l'émergence des leaders jeunes. Et ce leader visite des communautés. Il choisit des femmes entre 15 et 24 ans et qui pourraient être intéressées par ces informations. Et le travail de ces leaders, c'est d'améliorer l'accès à l'information et sur les services de santé reproductive. Cette intervention améliore également l'autonomisation des jeunes femmes et nous travaillons également pour incrémenter l'accès aux services et des santé reproductive. De cette façon, les jeunes femmes ont la possibilité d'avoir accès à une meilleure qualité dans le service. Nous avons également remarqué que parfois les jeunes femmes ont du mal à expliquer leurs préoccupations et donc nous renforçons les capacités des conseilleurs afin qu'ils puissent mieux leur orienter. Voilà quelques images sur le travail que nous faisons et en haut et à gauche, vous voyez des entretiens individuels. Ensuite, vous voyez une réunion en groupe dans la communauté. Après, nous avons la festivité dénommée Yud Mela, euh, ce qui veut dire la journée de l'adolescence dans la ville. Et finalement, nous avons des peintures murales. L'objectif principal de notre étude, c'est d'évaluer la sensibilisation et le niveau de connaissances sur la problématique liée à la santé reproductive chez les jeunes femmes, y compris la contraception. Également, évaluer l'efficacité et la capacité de prendre des décisions en autonome en relation à l'utilisation des services de santé reproductive et d'évaluer la prévalence de la stigmatisation et des notions erronées. Notre dernier objectif spécifique, c'est d'identifier d'autres facteurs qui favorisent les obstacles à la contraception. Notre étude a été menée en quatre régions et des Landes, ce qui
se traduit par la représentativité de 22% de la population. 2194 femmes ont été interviewées. Et dans notre intervention, nous avons eu la participation de 1110 femmes et l'échantillon comparatif était de 1084 femmes. Pour ce qui est la méthodologie, nous avons développé ou un modèle quasi expérimental. Nous avons mené ou effectué des enquêtes intersectionnelles dans les foyers et ces enquêtes ont été menées dans les quatre États que je vous ai déjà mentionnés. Nous avons interviewé des femmes entre 15 et 21. Et dans les les deux premières étapes, nous avons sélectionné les villages et les foyers et finalement les femmes qui participeraient concrètement dans l'enquête. Voilà les caractéristiques des femmes qui ont participé dans notre intervention. Et nous voyons un écart assez réduit entre un échantillon et l'autre. Et voilà les grandes conclusions de notre étude. Nous voyons dans la première image que ici, les, lorsque l'on fait la comparaison entre l'intervention et l'échantillon de l'intervention et celui de la comparaison au début et à la fin, et nous voyons que l'écart les plus marqués se trouve dans l'échantillon de l'intervention et pas celui de la comparaison. Nous voyons qu'il y a eu une hausse de 11,3% dans les groupes de l'intervention, alors qu'il y a eu une baisse de presque 2 points ou dans les groupes de la comparaison. Ici, nous voyons également la progression dans l'utilisation des services de santé. Et ce graphique est assez intéressant. Nous voyons comment l'utilisation des services publics a passé de 33 à 53%. Nous avons vu une petite descente dans les secteurs publics, ce qui nous dit que les services sont de plus en plus disponibles dans les secteurs publics et les femmes sont progressivement plus conscientes de ce fait. Voilà la sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Après l'intervention, nous voyons que la méthode a augmenté de 55 à 71. Donc, ceci, on parle des jeunes femmes de sous 40 ans qui sont mariées. Après l'intervention, nous voyons qu'il y a une augmentation quant aux méthodes contraceptives et maintenant nous allons voir comment elles l'utilisent. Voilà l'usage actuel de n'importe quelle méthode contraceptive utilisée. Avec l'intervention, nous voyons une comparaison de groupes où il n'y a pas une intervention, mais elles sont ouvertes et peuvent recevoir des messages par les réseaux sociaux, le journal ou leurs amis.
Dans ce cas d'intervention où nous avons des leaders communautaires jeunes, il y a une très grande différence. Nous savons qu'ils utilisent des méthodes contraceptives et nous allons voir maintenant les types de méthodes qu'ils utilisent. Voilà tout ce qui a à voir avec l'intervention. Dans la ligne de base, nous voyons 69% qui n'utilisaient aucune méthode, 5% la méthode traditionnelle et 26% une méthode moderne. Et la ligne finale, nous avons une augmentation des méthodes modernes de 26% à 34% et 9% pour la méthode traditionnelle, qui a aussi augmenté de 5 à 9%. Donc maintenant, il y a plus de femmes qui utilisent des méthodes contraceptives. Donc nous avons quatre composants de l'agence qui sont la prendre des décisions, la mobilité, l'autonomie économique, l'auto-efficacité et l'agence en général. Donc, nous allons voir comment ceci se lie avec l'usage des méthodes contraceptives. Donc, à gauche, nous avons des facteurs qu'on a pris en compte quant aux femmes qui vont utiliser plus de méthodes contraceptives. Nous avons les pourcentages et les numéros. Donc, c'est des femmes plus susceptibles à utiliser des méthodes contraceptives et nous voyons que 70% des femmes entre 20 et 24 ans vont utiliser des méthodes contraceptives. Nous avons aussi vu un lien avec le niveau d'éducation. 60% des femmes avec une éducation primaire et secondaire vont utiliser ou sont plus susceptibles d'utiliser une méthode moderne contraceptive. Surtout si nous considérons les autres catégories. Par exemple aussi, si les femmes vivent dans un foyer avec leur famille, il est probable qu'elles n'auront pas une méthode contraceptive car le foyer sera trop petit pour l'avoir. Donc, il y a des femmes qui le cachent. Donc, ça va dépendre de la famille. Et ce sont aussi des femmes qui peuvent avoir accès aux services. Si les femmes travaillent, elles sont plus susceptibles d'utiliser une méthode contraceptive. Si les femmes, mm, si une femme a des enfants et elle veut plus avoir d'enfants, elle va utiliser une méthode contraceptive moderne. Donc, une femme qui a cette information va aussi être plus susceptible d'utiliser des méthodes contraceptives. IPC est une des activités principales dans la communauté et nous voyons que si la femme a l'IPC ou elle a une activité de l'IPC, donc elle est deux fois plus susceptible d'utiliser des méthodes contraceptives modernes. Ce modèle nous a aussi permis de prouver que les composants d'échantillons n'ont pas un impact significatif dans l'usage des méthodes contraceptives. Finalement, pour résumer, nous avons vu une augmentation des connaissances des méthodes après cette intervention. Les jeunes femmes qui étaient dans les zones de cette intervention ont reçu l'information d'IPC
et les méthodes contraceptives. Nous avons vu aussi une augmentation du CPR de 31 à 43% entre les femmes mariées de 15 et 24 ans. Donc, même si les jeunes femmes font la transition à une méthode contraceptive moderne, nous devons prendre en compte les données des méthodes traditionnelles, car la tendance s'est aussi accrue. Merci. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation contraceptive moderne chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans dans plusieurs municipalités du Népal occidental, résultat d'une enquête transversale. Merci pour la présentation et merci aux collègues panélistes d'être ici. Donc, voilà le programme de ma présentation. Je vais commencer en mettant en contexte le sujet, après les objectifs de la recherche et les conclusions. Donc, pour mettre en contexte, nous savons que les droits des jeunes pour l'information sur la contraception et les services de santé sexuelle et reproductive doivent être reconnus, mais il y a beaucoup de barrières. Au Népal, la planification familiale est un droit constitutionnel et l'amélioration de la prévalence contraceptive moderne est reconnue comme un des ODD. Pour atteindre la cible de l'objectif de développement durable de 60% MCP, nous devons nous centrer dans les femmes plus jeunes. Les femmes ont beaucoup de barrières pour avoir accès aux méthodes contraceptives, telles que le manque d'informations, les normes culturelles, la limitation de services, le manque de connaissance de ce service, les attitudes des fournisseurs de services. Au Népal, l'âge de fertilité chez les jeunes femmes est plus élevé, comme nous le voyons sur la diapositive. C'est un graphique de Népal de 2016 sur, sur le taux de fertilité avec un âge spécifique de 1000 femmes. Au Népal, la prévalence contraceptive est assez basse, tandis que la demande et le besoin sont plus élevés. Donc, à gauche, nous voyons deux lignes. La ligne bleue représente la prévalence contraceptive chez les jeunes femmes et la rouge, la prévalence contraceptive des femmes en âge fertile. Donc, nous voyons que la ligne bleue est stable, mais basse. Et à droite, nous voyons le, la continuité du besoin des méthodes contraceptives qui augmente, surtout chez les femmes mariées en âge reproductif. Voilà les données du service national. Comme nous savons, les services nationaux essayent de cacher les situations sous-nationales et c'est le cas au Népal. Donc, il y a un manque de recherche au niveau sous-national, surtout chez les jeunes femmes, qui va nous donner une estimation de taux de prévalence contraceptive. Cette recherche faisait partie d'un projet plus grand qui s'appelle Adolescent Youth Project, AYP, qui va de 2020 à 2022. Il est mené par un PSI pour améliorer le MCP et les méthodes contraceptives des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans 29 municipalités du Népal occidental. Nous avons pu collecter des données
qui faisait partie de l'évaluation de ce projet dans la ligne de base et nous, on a pu faire une estimation du taux de prévalence contraceptive dans cette population. Pour vous donner une idée de la couverture du projet, je vous montre une carte du Népal et vous voyez les zones où nous avons mis en œuvre le projet. Pour la méthodologie, nous avons utilisé une analyse transversale dans 29 municipalités dans la province Luambini. Nous avons eu la participation de 60-83 femmes, jeunes femmes entre 15 et 24 ans qui vivent aux alentours. Et on a pu faire une cartographie des cliniques de santé qui sont tenues par des fournisseurs de services de santé. Nous avons utilisé une mesure de résultat qui est le taux de prévalence contraceptive chez les jeunes femmes. Nous avons utilisé un échantillon de femmes et nous avons utilisé des applications mobiles pour collecter des données. La prévalence a été calculée chez toutes les femmes sans prendre en compte leur activité sexuelle avec des intervalles de données en utilisant un modèle de régression logistique. On a vu une valeur AP de moins de 0,05 considérablement plus élevée. Et les résultats de cette recherche nous ont donné des caractéristiques du contexte. En moyenne, les répondantes avaient 19 ans. 62% d'entre elles n'avaient jamais eu de relation et 96% des femmes pas mariées n'ont jamais eu de relations sexuelles. Donc, nous voyons que chez les femmes non mariées, elles rapportent de ne pas avoir eu des relations sexuelles, mais à niveau national, ça représente 1%. Les jeunes femmes qui sont mariées vont rapporter leur première expérience sexuelle après le mariage. Sur ces diapositives, nous voyons les caractéristiques des répondantes. Donc, en mauve, nous voyons les caractéristiques les plus représentées et après, les variables en gris. Donc, la plupart des répondantes venaient d'une ethnicité avec une- un niveau éducatif plus élevé. Après, nous avions les femmes hindoues et nous avons vu que dans les 6 derniers mois, l'information sur les méthodes contraceptives, les femmes ont été exposées à cette information à travers les réseaux sociaux ou les médias. Cette diapositive nous montre les barrières et les connaissances des méthodes contraceptives modernes. On a fait donc cette enquête après un atelier où nous avons utilisé des outils qualitatifs pour identifier les barrières et après on a utilisé les barrières en tant qu'outils qualitatifs car on a pu les catégoriser en bas, moyen et élevé. Donc connaissances élevées, moyennes ou basse. De On a vu que 60% des femmes, donc la plupart, avaient une connaissance élevée des méthodes contraceptives modernes, 62 à niveau moyen et 55 à niveau bas.
Dans cette population, nous avons vu que le taux de prévalence contraceptif est de 13,6%, pour les méthodes contraceptives modernes de 11,9%, et pour les femmes non mariées, 31%, les femmes non mariées, 1,3%, la méthode traditionnelle de 1,7%, et ceux qui n'utilisaient pas représentaient 86%. Donc, ceux qui utilisent des méthodes contraceptives utilisent des injections, préservatives, entre autres. Donc, voilà les résultats de l'usage des méthodes contraceptives modernes. Je vais parler des résultats significatifs. Donc, à gauche, l'usage des méthodes contraceptives est plus élevé entre les femmes de 20 et 24 ans, ce qui n'est pas surprenant car la littérature nous montre que lorsque nous faisons une comparaison, les femmes les plus âgées qui ont un taux plus élevé d'usage de, de méthodes contraceptives. Et à droite, nous voyons que le taux est plus élevé chez quelques régions de Janadiati comparé aux autres. Quant aux prédicteurs, nous avons vu que les femmes qui ont moins de barrières étaient moins susceptibles d'utiliser une méthode contraceptive. Les barrières sont des barrières au niveau individuel, familial, social, de la clinique et les fournisseurs de services. Voilà les points forts et les limitations. Nous nous sommes centrés dans les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Nous avons utilisé des outils de collection de données pour augmenter la généralisation et les résultats comparés aux services nationaux. Quant aux limitations, pendant l'échantillonnage, la plupart des municipalités n'ont pas été bien représentées dû à la taille de l'unité d'échantillon. Et comme on était dans des zones urbaines, on n'a pas pu arriver aux segments les plus pauvres de la population. Pour conclure, le taux de prévalence contraceptive, le TPC, est assez bas. Il y a une grande différence au niveau national et sous-national. Donc, par exemple, 13% comparé à un niveau national de 10,4% en 2016. Nous avons des méthodes contraceptives mixtes qui vont d'injection comme la méthode la plus utilisée, mais aussi des préservatifs. Les programmes qui ciblent les jeunes femmes mariées et non mariées et les programmes qui cherchent à améliorer le taux de prévalence contraceptive en tant que résultat. On n'a pas pu montrer une augmentation du TPC car on s'est rendu compte que ce rapport se donnait par des femmes mariées et dans ce contexte, elles ne sont pas nombreuses. Nous croyons aussi que l'activité sexuelle n'a pas été bien rapportée, donc il est important de continuer à couvrir toutes les femmes, adolescentes et femmes non mariées, pour continuer l'éducation de santé sexuelle et reproductive. Et même si les femmes sont mariées, il y a des barrières pour l'accès aux méthodes contraceptives qui peuvent se donner à plusieurs niveaux de leur vie. Donc, modèles socio-économiques doivent se concevoir pour cibler les jeunes femmes, mais aussi les parties prenantes qui semblent
être des barrières. Donc, si on cible les autres parties prenantes, on pourra augmenter l'accès et éliminer les barrières. Nous croyons aussi que le taux de prévalence contraceptive chez les femmes peut augmenter du côté de la recherche et notre recherche se centre sur les jeunes femmes car on a voulu évaluer le taux de prévalence contraceptive et on a voulu demander aux partenaires aussi des femmes, comme ça, on pouvant avoir un environnement plus positif pour l'accès des méthodes contraceptives et finalement une recommandation pour une recherche dans l'avenir des barrières pour les jeunes hommes. En mars, nous avons lancé notre recherche sur Internet. Alors, vous pouvez la consulter avec les codes QR que vous voyez sur votre écran. Je voudrais remercier ceux qui ont financé notre projet et qui l'ont soutenu. Je vous remercie. Merci à tous nos intervenants. Deux d'entre vous ont mal géré votre temps, mais bon. Alors, nous avons 5 minutes pour que le public puisse poser des questions à chaque intervenant. Est-ce que quelqu'un veut y aller? Ou est-ce que je dois commencer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous pouvons passer les microphones aux participants au centre? J'avais une question sur la recherche au Népal. Est-ce que vous avez fait des études dédiées sur l'utilisation du TPC chez les femmes mariées et non mariées? Est-ce que vous avez des détails à rajouter? Et je vois comment votre étude représente des informations du Service national de santé. Est-ce que nous pouvons prendre trois questions et ensuite avoir les réponses? J'avais une question sur la recherche au Malawi. Vous savez parler du besoin et des contraceptives ou du besoin et des contraceptions chez les adolescentes. Pourquoi est-ce que l'on considère que les jeunes âgés d'entre 15 et 19 ans ont un besoin non satisfait? Est-ce que c'est parce elles sont déjà sexuellement actives ou est-ce qu'elles sont déjà mariées ou pourquoi? Vous savez également me parler de votre approche accessible aux jeunes et vous savez monter comment l'utilisation de la contraception est à monter de 35% à 42%. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage? Merci. Ma question était sur ou concernait les besoins non satisfaits de contraception et après l'âge de 19 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Kamantara et je viens du Népal. J'ai une question pour notre intervenante de Malawi. Nous avons entendu parler du fait que les jeunes non mariés ont du mal à avoir accès à la contraception et auto-administrée de peur qu'elles seront critiquées
chez elles. Est-ce que vous savez des solutions pour ce problème? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais commencer par la deuxième. Sur les préoccupations pour garder des contraceptions à la maison. Notre recommandation la plus importante, c'était d'étendre la portée de notre étude parce que nous avons trouvé un petit échantillon des femmes qui refusaient l'utilisation des contraceptions auto-administrées et à cause des problèmes pour les garder à la maison. Donc, pour vous expliquer davantage, ces problèmes seraient résolus s'il y a des amis ou des collègues qui puissent garder les contraceptions chez elles. Et de cette façon, et les mois prochains, elles pourront s'auto-injecter. Donc, voilà une solution que nous avons trouvée. Et voilà la solution que les femmes ont trouvé pour les problèmes de l'auto-administration. Pour en ce qui concerne la première question, les taux de grossesse chez les adolescentes en Afrique est très élevé, ainsi que le taux d'avortement. Donc, la meilleure contre-mesure serait l'autonomisation des femmes vis-à-vis de la contraception. Nous avons essayé plusieurs solutions sans succès et voilà pourquoi nous sommes en train de promouvoir la planification familiale ainsi que l'interruption volontaire de la grossesse. Merci. Allô? Merci pour la question. La question est concernée l'étude différenciée des femmes mariées et célibataires. Et c'est une bonne question. C'était un facteur que nous avons pris en compte lors de la définition de l'échantillon, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas une énorme différence si nous regroupions les femmes mariées et célibataires ou pas. Donc, nous savons dans un moment donné, évaluer la possibilité de diviser l'échantillon entre les femmes sexuellement actives et non actives, parce que ces points a un impact sur le taux de prévalence contraceptive, mais même si- malgré cette différence, il n'y avait pas une énorme ou un énorme contraste entre un groupe et l'autre parce que le taux de prévalence contraceptive reste assez faible. N- Dans notre contexte, les femmes mariées eh, sont sous pression d'éprouver leur fertilité. Et il est assez commun pour les femmes d'avoir des enfants assez assez vite une fois qu'elles se sont mariées. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas diviser l'échantillon en deux. Merci. Vous avez demandé comment est-ce que le taux de prévalence contraceptive a monté de 30% à 42%. Vu que notre étude était intégrale et que nous avons pris en compte plusieurs facteurs sociaux de la ville, voilà pourquoi.
Notre étude a été assez réussite. Nous avons travaillé avec les familles, les femmes, les hommes. Et voilà pourquoi je pense que le taux de prévalence a augmenté autant. Nous avons également promu l'utilisation de la contraception moderne. Et voilà comment s'explique la hausse dans le taux de prévalence. Est-ce que nous pouvons avoir une dernière série de questions? J'ai une question pour Dr. Shea. Vous savez parler de la sélection de 4 pays. Comment est-ce que vous les avez choisis? Vous savez également parler du lien entre la sécheresse et l'abandon de la contraception. Peut-être vous pourriez effectuer une étude qualitative pour savoir pourquoi vous avez eu cette situation. Et en fait, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un commentaire. Ensuite, je voudrais m'adresser à Ali. Vous avez parlé des difficultés de la contraception injectée. Pour les adolescentes, est-ce que c'est facile pour elles de s'auto-administrer une injection parce que les injections font mal et parfois les femmes ne sont pas en vrai besoin d'une contraception. Et finalement, pourquoi est-ce que les jeunes refusaient d'aller à l'établissement des soins local? Voilà les questions que j'ai pour les intervenants. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec mes collègues sur la résilience climatique et l'impact sur la santé sexuelle et reproductive, mais ma perception ou ne va pas à l'encontre de ce que vous avez montré. Peut-être il s'agit d'un contraste entre les contextes du Népal et de l'Afrique subsaharienne. Donc, si nous pensons à la sécheresse, au dérèglement climatique, etc., qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de la santé reproductive? Merci beaucoup pour vos questions. En ce qui concerne le choix des 4 pays, le choix a été justifié par la disponibilité des données. Il n'y avait que 4 pays qui gardaient les informations sur l'utilisation des contraceptions chez les jeunes femmes. Nous voulions mener une étude multinationale, mais nous avons cherché des données récentes. Il y a énormément de pays qui ont des informations sur le dérèglement climatique, la sécheresse, mais il était compliqué de trouver des pays qui gardent des informations sur la santé reproductive. Et alors, il y aurait été assez inégal de comparer un pays à l'autre s'il ne remplissait pas les 3 critères et s'il n'avait pas des informations sur le 3 champs d'analyse. Alors, voilà pourquoi nous avons choisi ces 4 pays. Peut-être nous pouvons penser à 2 pays
où multiples pays avec des situations ou des contextes similaires, mais comme je vous disais, nous ciblons des pays qui travaillent pour l- l'accès à la contraception et qui sont préoccupés par le dérèglement climatique. Merci. Merci pour les questions. Je vais commencer par la première. Je pense que il est vrai que les femmes ont peur des injections, mais elles sont également le mérite d'utiliser la méthode malgré ces peurs. Également, la méthode auto-administrée n'est pas douloureuse. Les aiguilles sont assez petites et normalement, il n'y a pas de problème parce que les aiguilles ne pénètrent pas les muscles, mais seulement la partie superficielle de la peau. Et parfois, les jeunes femmes se sont rendues compte que leur peur n'était pas justifiée parce qu'en fait, l'injection ne fait pas aussi mal qu'elles ne le pensaient. Au niveau des points d'accès, personne n'a mentionné les centres communautaires ou les établissements de soins locaux. Normalement, ils pensent que les établissements de soins sont trop bondés ou qu'ils n'ont pas assez de privacité, alors que chez elles, elles peuvent garder leur contraception en secret, et même à l'abri de leurs parents, où elles peuvent leur faire garder chez les amis. Alors, nous travaillons pour élargir les points d'accès et également une sensibilisation chez les femmes. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je suis très contente et je vous remercie de votre attention. Dans la mesure que la santé reproductive des adolescentes est un objectif commun entre nous, je vais laisser 5 minutes en échange libre entre nous et j'espère que nous pourrons tirer des leçons précieuses. Merci.